Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de l'Aprilia Mana 850 de 2009. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés, j'ai la chance de vous présenter une moto totalement méconnue. Une moto qui a la particularité, pour une italienne, d'avoir une transmission automatisée. Donc si vous connaissez un petit peu le monde de la moto, des motos récentes équipées de transmission automatisée ou carrément de boîte automatique, ça ne doit pas vous surprendre. Mais si je vous dis que Aprilia, marque italienne, un peu connue, enfin surtout même connue pour le sport, proposait en 2009 un roadster à boîte automatique, là vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il faut savoir que la marque italienne Aprilia est dans le groupe Piaggio, et donc il y avait à l'époque un scooter chez Gilera avec un bicylindre en V. C'était donc le 800 GP de chez Gilera. Et ils ont décidé, chez Aprilia, de reprendre cette mécanique afin d'en faire un roadster à boîte automatisée. Enfin, bien sûr, ce que je vous raconte là, c'est pas pile ce qui s'est passé, hein. Je schématise l'histoire de cette moto, vous pouvez vous en douter. Donc on se retrouve avec une machine qui a une esthétique qui ressemble beaucoup à la Shiver de la même époque, mais donc avec une transmission automatisée, et ce n'est pas le même système que chez Honda actuellement. Vous connaissez tous la gamme DCT pour Dual Clutch Transmission, donc transmission à double embrayage. Là on n'a rien de tout ça, il s'agit d'un système à variateur, et finalement le système dans son ensemble ressemble beaucoup à ce qu'on aurait sur une voiture équipée d'une boîte à variation continue, aussi appelée CVT. Donc le moteur qui est dans cette machine, il s'agit d'un bicylindre en V à refroidissement liquide et alimenté par injection. Celui-ci donc est un V à 90 degrés et sa cylindrée est donc de 840 cm3 pour développer 76 chevaux. Au niveau du poids, cette moto est relativement lourde. Elle est annoncée pour 230 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 16 litres dans le réservoir. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est globalement dans sa configuration d'origine. Il y a juste quelques accessoires officiels de l'époque, comme par exemple le deuxième garde-boue. On a aussi la béquille centrale qui était bien sûr une option. Et le propriétaire a rajouté, vous pouvez voir, une petite extension sur le garde-boue avant. Et il faut savoir également que les rétroviseurs ne sont pas ceux d'origine. Mis à part ça, la moto est comme à l'époque. Bon les amis, je commence comme d'habitude en centre-ville, et forcément avec une moto, avec une boîte automatisée, c'est ultra simple, hein. Là, je me déplace à faible vitesse. La moto est calme, tranquille, efficace. Il n'y a bien sûr pas de levier d'embrayage, hein. C'est totalement automatisé. La position de conduite sur la machine est assez confortable. On a une position assez droite. Le réservoir est un petit peu large, mais on peut assez facilement plaquer nos genoux dans le creux de ceci. La seule chose qui surprend vraiment, c'est la hauteur des repose-pieds. Ils sont dans une position neutre, mais ils sont assez hauts. Donc si vous êtes grand, vous allez tout de suite avoir les genoux assez pliés. Vu qu'on est droit sur la machine, on peut assez facilement prendre les infos dans les angles morts. Et bien sûr, on a les rétros. Aujourd'hui, ce sont des rétros chromés. Ils sont placés assez haut. Mais je rappelle qu'il ne s'agit pas des rétros d'origine. Quand on regarde la machine de côté, on pourrait lui trouver une filiation avec d'autres modèles italiens, avec ce cadre tubulaire. Il faut savoir qu'elle a été dessinée par la même personne qui avait fait les premiers Monster de chez Ducati. La seule pièce qui esthétiquement moi me choque un petit peu, c'est l'échappement
qui est sur le côté gauche, une pièce chromée, pas vraiment inesthétique en elle-même, mais je trouve que c'est pas en lien avec le reste du design de la moto qui est un petit peu plus moderne, un peu plus sport. Bon, et pour l'instant, bien évidemment, avec un échappement d'origine, la sonorité est très contenue, on n'entend presque rien, même si j'accélère un petit peu, on n'a que quelques vibrations, c'est très calme. Alors ici, je sors de l'agglomération, je vais accélérer un petit peu. Ouais, ça fonctionne très bien. La sonorité reste très calme, très mesurée. Ça vibre assez peu, mais c'est agréable. Forcément, c'est un roadster, donc on n'a quasiment pas de protection, on se prend énormément d'air en pleine tête et sur le torse. Par contre, le réservoir est assez large, donc finalement j'ai assez peu d'air qui m'arrive sur les genoux. Maintenant, j'arrive sur le passage à basse vitesse, le même endroit que d'habitude, et c'est très surprenant parce qu'en fait, arriver en dessous d'une certaine vitesse, c'est comme si on était en roue libre. On a l'impression que la moto, elle avance sur sa lancée, que le moteur ne vous fait plus vraiment, ne transmet plus son mouvement. C'est un peu surprenant, mais finalement, ça se fait bien. Hein. La moto reste assez facilement manœuvrable. D'ailleurs, les pneus sur cette machine sont d'une taille tout à fait standard. Hein. C'est du 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Ce qui peut même sembler un peu gros pour une machine de développant 76 chevaux. Bon, maintenant les amis, on est bien sûr ici pour tester les performances de la moto, voir son comportement à l'accélération. Sachez que c'est une machine qui est quand même pas mal équipée pour un modèle de 2009. Vous avez plusieurs, j'allais dire cartographie d'injection, mais c'est pas forcément le bon terme. Là en fait c'est plus des modes de conduite, vu que en fait ça va surtout jouer sur le comportement de la boîte de vitesse. On a un mode touring que j'utilisais jusqu'à présent. Ensuite on peut changer en mode sport, et lorsqu'on change de mode, on entend la boîte de vitesse qui fait un petit bruit, un petit zzzz. Donc ça, c'est vraiment la boîte de vitesse qui change de paramètres. Et on peut également se mettre sur un mode pluie. Aujourd'hui il fait beau, donc on ne l'utilisera pas. Et si nécessaire, on peut même choisir de passer les rapports quand on le désire, grâce au levier qu'on a du côté gauche, plus et moins. Donc c'est une machine automatisée, donc le but bien sûr c'est de voir son comportement lorsqu'elle se débrouille toute seule. Donc je vais faire une première fois l'accélération en mode touring, et dans l'autre sens je ferai la même chose en mode sport. Je rappelle donc qu'elle est donnée pour 230 kg et 76 chevaux. Donc c'est parti pour la première accélération en mode touring. Let's go. Donc au début c'est un peu de mal à partir. Puis ça prend 100 km/h sans difficulté. C'est vraiment pas brutal. Très linéaire. On sent juste un petit changement de comportement arrivé à 15-20 km/h. Avant ça, on a l'impression que ça mouline un tout petit peu, comme si on jouait avec l'embrayage en fait. Vous voyez ici, donc du haut de mon 1m70 m, j'arrive à toucher des deux côtés, mais j'ai les jambes qui sont écartées à cause du réservoir, et aussi à cause des repose-pieds qui me tapent un peu dans les mollets. Maintenant, on va vérifier l'angle de braquage. Alors, on se retrouve tout de suite en butée, hein. Je pense que ça va être assez difficile de rester sur l'espace de la route. Donc il n'y a pas d'embrayage, il faut que je fasse tout à l'accélération. Ça va, c'est très fluide. Et non, s'il y avait eu un trottoir, clairement, j'aurais tapé dedans. L'angle de braquage est quand même assez mauvais pour un roadster. Maintenant, je vais changer de mode. Donc j'appuie. Et là, je suis passé en mode sport. On va voir comment ça se comporte et ensuite tester le freinage. Allez, c'est parti!
Ouais, c'est efficace, mais je vois pas une énorme différence entre les deux. Maintenant, je freine de l'arrière, ça freine assez peu. Le frein avant, lui, est vraiment efficace. Alors il semblerait que les freins sur cette moto ce soit du Brembo, bien que ce soit badgé Aprilia dessus. Et franchement ouais, ça freine très bien. La sensation est plutôt bonne. En plus on a le levier de frein qui est réglable sur 4 positions. Bon, je vais continuer le reste du test en mode sport. On va voir si je vois une grosse différence de comportement. Allez, un petit rond-point. Prise d'info, aucun problème. Ça se penche pas trop mal, mais on sent quand même que la machine est un peu lourde. Et je réaccélère fort. C'est efficace, hein. Et le fait de ne jamais sentir de changement de rapport, c'est très surprenant, car même sur une Honda avec une boîte à double embrayage, on sent les rapports passer les uns après les autres. Là, non, c'est vraiment fluide, hein. C'est un comportement beaucoup plus similaire à une boîte CVT, hein, comme sur une voiture. Concernant les commodos, on retrouve les mêmes que sur les autres Aprilia de la même époque. Donc sur la gauche, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage avec une petite gâchette bleue derrière, les clignotants, le klaxon. On a un bouton écrit mode qui permet de naviguer dans les différents paramètres du tableau de bord. On a bien sûr les boutons qui permettent de changer de vitesse si on le désire. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Et on a également le bouton qui permet de changer de mode de boîte de vitesse. Le compteur, lui, est divisé en deux parties. On a tout d'abord une graduation à aiguille qui nous indique bien sûr la vitesse. C'est gradué jusqu'à 220 km/h. Et à côté, un écran monochrome qui nous donne la température, l'heure, le mode sélectionné, et on peut faire défiler la conso instantanée, moyenne. Enfin, c'est relativement complet pour une moto de cette époque-là. Le seul souci, c'est que, vous voyez, avec le temps, il y a un petit peu d'humidité qui a fini par se mettre au niveau du compteur. Et la seule information vraiment manquante au niveau de ce compteur, c'est la jauge de carburant. On n'a pas de jauge. Bon, finalement, depuis tout à l'heure, je suis en mode sport, et lorsque je suis en ville, ça me fait tourner à plus haut régime, et le moteur fait plus de bruit, mais ça me paraît pas plus efficace. Donc je vais me remettre en mode touring, parce que finalement, le mode sport, lorsqu'on est en ville, il n'est pas agréable, hein. Là voilà, je suis de nouveau en mode touring, c'est beaucoup plus calme. Le moteur tourne à moins haut régime, j'ai un petit peu moins de vibrations. C'est normal. Il n'y a aucune raison de tourner à haut régime quand on roule à basse vitesse. Et même en mode touring, de toute façon, les relances sont vraiment efficaces. Alors ici, nous allons nous arrêter et ensuite faire un démarrage en côte. Bien sûr, il n'y a pas d'embrayage. Je réaccélère et ça part tout seul. Certains vont dire que finalement c'est la fusion entre un scooter et une moto. Il y a un peu de ça, mais franchement c'est très loin d'être désagréable, hein. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis en côte, je vais réaccélérer fort, voyons comment ça se comporte. Je remonte à 90 très facilement. Le seul, entre guillemets, paramètre qui me déstabilise un petit peu, c'est la rotation de l'accélérateur. Pour accélérer à fond, il faut vraiment tourner énormément. On n'a pas l'accélération maximum facilement, il faut vraiment le vouloir. Maintenant, j'arrive sur un Dodan. Alors, c'est assez ferme. À l'avant, vous voyez qu'on a une fourche inversée d'un assez gros diamètre, mais celle-ci n'est pas réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur sur le côté qui est très facilement atteignable et réglable. Là, je vais prendre ce Dodan un petit peu plus vite. Je suis à environ 40.
Ouais, c'est un peu ferme, hein. En même temps ça me surprend pas venant d'une Aprilia. La plupart des Aprilia sont quand même avec des suspensions un petit peu raides, un peu sport. On pouvait s'attendre à ce que ce soit plus confort sur ce modèle automatisé, mais non, ça reste ferme. J'aime beaucoup ce comportement. Alors maintenant, je vais me remettre en mode sport, vu que j'arrive dans une succession de virages. Voilà, je suis en mode sport, c'est parti. Ah, le freinage est suffisant, mais on sent quand même que la moto est lourde, hein. C'est le seul paramètre qui me déplaît un peu. J'aurais vraiment aimé que cette même machine fasse 30-40 kg de moins. Ça se manœuvre pas trop mal. Il y a moyen de s'amuser. Ce qui est un peu surprenant quand on fait un peu l'imbécile, c'est que finalement la plage de régime utilisée est relativement faible. De nouveau, c'est le même comportement qu'une voiture en CVT. La boîte essaie de trouver le régime optimal et de rester le plus longtemps possible sur ce régime. Donc parfois vous avez quand même une accélération qui est assez bonne, assez franche, tout en sentant que le moteur ne prend que très peu de tours. C'est surprenant, mais ça reste quand même assez efficace, hein. Donc là de nouveau vous voyez que je suis en mode sport, et ça fait qu'on l'entend, le régime moteur quand je suis stabilisé il est plus élevé. Et ça sert pas à grand chose, donc je vais de nouveau me remettre en mode touring. Alors, on a parlé déjà maintes fois de la boîte de vitesse de cette machine. Sachez que d'origine, il n'y a bien sûr pas de levier d'embrayage, mais normalement, on devrait avoir un sélecteur. On doit pouvoir changer les rapports au pied. Le propriétaire a enlevé le sélecteur parce qu'il trouvait ça vraiment inutile et surtout il trouvait que le comportement de celui-ci, la sensation lorsqu'on l'utilisait était très désagréable, vu qu'en fait, il n'y a pas de lien mécanique entre ce sélecteur et la boîte. C'était juste l'activation d'un interrupteur. Donc il l'a tout simplement supprimé. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur l'autoroute. Allez, je m'insère. Moi, j'arrive tout de suite à la même vitesse que les autres. Il n'y a aucune difficulté. La protection est toujours aussi limitée, hein, mais rien de choquant pour un roadster. Là, je vais faire une réaccélération. Je change de rapport, enfin, je change de voie. J'accélère fort. Ouais, il y a largement assez de performance. Finalement, cette transmission CVT semble vraiment efficace. Et même sur l'autoroute, le moteur ne hurle pas, on n'est pas à très haut régime. On doit pouvoir emprunter ce genre de voie sans augmenter la consommation. Par contre, bien sûr, il y a assez peu de protection. Sachez d'ailleurs qu'à l'époque, Aprilia vendait aussi cette moto en finition GT qui était un peu plus carénée et donc plus agréable sur l'autoroute. Au niveau de l'esthétique, comme je l'ai déjà dit, ça ressemble beaucoup à une Shiver. Et on retrouve donc un phare un peu ovale à l'avant. Celui-ci éclaire très bien de nuit selon le propriétaire. Il est encore avec des ampoules halogènes. Les clignotants sont eux aussi avec des ampoules. Seul le feu arrière est lui à LED. Franchement, ce que j'aime beaucoup avec cette automatisation de la boîte, c'est qu'on est beaucoup plus concentré sur ce qui nous entoure, sur nos trajectoires, sur nos freinages. Et franchement, comme lorsque j'utilise les Honda avec le DCT, aujourd'hui, cette Aprilia, je trouve ça vraiment bien, hein. Le seul souci, c'est le poids de la moto que je trouve trop élevé. Ça, c'est vraiment le reproche premier que j'ai à lui faire. Allez, on va faire une dernière accélération. Je suis en mode touring, j'accélère à fond.
franchement, quand c'est nécessaire, ce moteur est largement assez puissant. Alors, comme je vous l'ai dit, sur le côté gauche, on a des boutons plus et moins pour changer les rapports quand on a envie. Sachez qu'on peut le faire même lorsqu'on est sur un mode automatisé. Là, par exemple, si je veux forcer la redescente des rapports, bah, je peux le faire. Et en tout, il y a 7 rapports. Mais bien évidemment, comme pour tous les systèmes automatisés, il ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas caler ou vous retrouver en réelle difficulté. Ça vous permet juste d'avoir un contrôle plus fin si jamais vous trouvez que le CVT n'est pas à votre convenance, ce qui personnellement ne m'est jamais arrivé dans mon parcours. Maintenant, il faut également qu'on parle des aspects pratiques sur cette moto. Donc c'est une machine avec une technologie bizarre, donc sachez que tout est bizarre. on a l'habitude de voir le rangement en dessous de la selle. Ici, non. Le rangement est dissimulé au niveau du réservoir. D'ailleurs, il s'agit d'un emplacement qui est capable de prendre un casque intégral si nécessaire. Et donc, le réservoir, vu qu'il n'est pas à son emplacement habituel, il est sous la selle. Et vous avez 16 litres dans celui-ci. La consommation moyenne que m'a donné le propriétaire est à 5,6 litres au 100. Et il me disait que c'était assez rare qu'il dépasse les 6 litres au 100 avec cette machine. Si vous souhaitez rouler avec un passager, vous voyez que la moto est parfaitement accueillante, hein. La selle est suffisamment large, les repose-pieds ne sont pas trop hauts. Aujourd'hui, on a un support de top case qui sert également de poignée. Donc, rouler avec un passager, ce n'est vraiment pas un problème. Donc finalement, les amis, que retenir de cette Aprilia Mana 850 ? Je dirais que malheureusement, comme souvent dans l'industrie de la moto, cette machine n'avait pas grand-chose à se reprocher. Tout était bien pensé dessus, il y a très peu de défauts. Il aurait juste fallu que les clients essayent la moto. Là, c'est une machine qui a été boycottée juste parce qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas entendre parler d'une moto à boîte automatisée. Pour eux, c'était un sacrilège. C'était même pas possible d'envisager ça. Et voilà la raison première de l'échec de cette moto. Maintenant, à l'heure actuelle, si vous désirez en faire l'acquisition sur le marché de l'occasion, c'est une machine qui se trouve pour environ 3 000 €. On en trouve à plus ou moins cher, bien sûr, en fonction de la variante, de l'équipement, de si c'est une version ABS ou non. Aujourd'hui, celle que je vous présente est une version ABS, mais vous voyez que j'ai un petit voyant qui est affiché au tableau de bord, tout simplement car l'ABS a une défaillance. Donc si vous cherchez une machine avec une boîte automatisée, mais avec un look à l'italienne et un bon bicylindre en V, il n'y a pas trop d'alternatives, hein. C'est cette Aprilia Mana ou rien, et vous avez la chance que ce soit relativement fiable, et en plus pas trop cher, ni à l'entretien, ni même à l'achat maintenant d'occasion, vu que c'est toujours une moto qui est boudée. Les gens sont toujours assez frileux à l'idée de rouler sur une italienne avec une boîte automatisée. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Aprilia Mana 850. Si vous avez des questions ou des informations à apporter, peut-être que parmi vous il y en a qui ont essayé ou possédé cette machine ou un de ses dérivés, vu que je rappelle qu'il y a une version avec une bulle. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, ce sera vraiment apprécié. De mon côté, je remercie encore mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous présenter cette rareté, car clairement dans ma vie des Aprilia Mana, j'ai dû en voir que 2 ou 3, celle-ci comprise. C'est vraiment pas une moto que vous verrez fréquemment sur nos routes. Je tiens d'ailleurs à rappeler que si je peux vous présenter autant de machines sur ma chaîne, c'est intégralement grâce à vous. Donc si vous avez un véhicule un peu atypique que vous aimeriez me voir tester sur ma chaîne, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je reprécise que mon lieu de tournage se situe près de Rouen, en Normandie.
Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que vous êtes près de 70% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Je vous dis à bientôt, et bien à tous. Ce qui peut surprendre lorsqu'on utilise cette moto, c'est qu'il n'y a pas réellement de position neutre. Quand on s'arrête, la moto s'arrête tout simplement. C'est pas comme avec une boîte DCT. Et aussi, comme sur la plupart des motos avec une boîte automatisée, vous avez un frein de parking.